On s'était dit, on va parler de la chose, de l'objet, qu'est-ce que c'est finalement? Vous avez dit que être artiste, ça l'était parce qu'on pouvait le décider. Vous avez dit que c'était pas important. Kaufmann me rappelait tout à l'heure la phrase de Robert Filiou, cet artiste très important qui disait bien fait, mal fait, pas fait, tout ça c'est pareil, et qui est une phrase assez fondamentale malgré son côté ironique parce qu'elle désigne que ce qui est important c'est l'acte et finalement pas tant l'objet, mais tout à coup pourquoi pas revenir à l'objet. Et nous a rejoint Laurence Verdier qui est une créatrice de bijoux. Et alors qu'on regardait certaines de ses pièces, on était en train de se dire, mais c'est peut-être des sculptures. Et puis après, on s'est dit, mais non, c'est des objets, c'est des bijoux, c'est des sculptures, c'est des objets, c'est quoi tout ça? C'est une vraie question? C'est une bonne question? Ou c'est comme depuis tout à l'heure, moi qui pose que des mauvaises questions? Alors, plutôt que de répondre, j'ai sélectionné quelques images. Et avant, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, en 1986, il y a un artiste, bijoutier, qui s'appelle Otto Kunzli. Et Otto Kunzli décide de faire un collier particulier. Il fait passer une petite annonce dans le journal allemand et il demande à des gens de leur envoyer leur alliance. Voilà, donc l'alliance, bijou par excellence. Et il reçoit 48 alliances. Voilà, il n'y avait pas le cours de l'or comme de nos jours. Et parfois, il reçoit un mot terrible d'ailleurs avec cette alliance. Des gens qui veulent se débarrasser de cet objet et qui sont plutôt contents de le donner à Otto Kunzli. Et Otto Kunzli ouvre ses alliances et il en fait donc une chaîne. Donc on dirait une grosse chaîne en or qui brille. Et alors qu'est-ce que c'est cet objet? Je vous le demande. Voilà, est-ce que c'est un bijou? Ça porte 48 drames. 48 drames. Alors est-ce que c'est un collier qu'on peut porter? Voilà, donc on voit bien que là les frontières elles sont très poreuses. Et c'est ça qui en fait toute la richesse. Dans le bijou, la préciosité liée aux matériaux est très importante. Et je pense qu'ici, on parle aussi de choses précieuses, parce que c'est relié aux émotions. Et la fonction est un prétexte. Je pense que pour nous, le corps est un prétexte, du coup, pour faire ces objets, mais il est vital. C'est pour ça qu'on ne fait pas de la sculpture. C'est qu'à chaque fois, on est ramené sur le corps. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des bijoux. Publicité. Mais Kaufmann parlait de la nécessité de critères quand même. Il faut bien des critères pour regarder ça. Un objet, il se présente dans un champ social, il a quand même un usage ou pas d'usage. Même l'émotion qu'il produit émane d'un certain usage de l'émotion. Moi, je me dis, dans ce panorama qu'on essaye d'imaginer, là, nous sommes tous en train de dire, finalement, il n'y a pas de différence, on fait la même chose. Donc, serait-ce que on se met d'accord pour dire que vous n'êtes que des producteurs d'émotions? Ça fait un peu slogan publicitaire. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas, vu la particularité de chacun des choses, Kaufmann va peut-être répondre et me corriger sur ce. Mais en fait, je ne crois pas qu'on soit capable, juste maintenant, de rédiger un manifeste collectif sur les définitions. C'est pour ça que je parlais de messe, c'est-à-dire c'est un moment de rencontre qui pose des fondations qui vont nécessiter une réflexion à suivre. Dans la question des critères, on avait invité Yves Michaud lors de l'AIC en 2010 à l'UNESCO. Il nous avait parlé des hiérarchies, mais aussi dans ses livres, il parle de jugement, goût, construction de critères, etc. Et nos domaines sont extrêmement pauvres, si ce n'est nus, vis-à-vis de la construction de ces critères. Ouais. Et ça, c'est mondial. J'ai participé à un colloque aux États-Unis sur criticisme en céramique.
Et j'ai proposé finalement la notion suivante, au bout d'un moment d'écouter et de participer à tout cela, c'était que finalement nos critiques sont un petit peu des marketicistes. C'est-à-dire que voilà, c'est une construction ambiguë entre la promotion et quand même il faut dire quelque chose. Mais d'une certaine manière, on n'a pas clarifié cette question des critères, mais c'est notre responsabilité. Il serait nécessaire, d'après ce que vous prétendez, ce que vous souhaitez faire, d'arriver à ça. Tu vois, Laurence, effectivement, ça fait du marketicisme, ce qui a été dit, parce qu'en fait, c'est des mots sympathiques, poétiques, gentils, attentifs, amicaux, mais il y a un manque de rigueur qui fait que tout à coup, si vous avez la prétention d'affirmer quelque chose, il faut, excusez-moi d'être moral. Mais elle n'a pas fait du marketicisme, elle a fait un travail qui me paraît extrêmement nécessaire, qui est une pédagogie sur l'acte de création. Et à partir de là, nous pouvons effectivement rentrer sur son territoire et s'apercevoir, comme elle l'a dit extrêmement bien, c'est que les frontières sont poreuses. Et on pourrait générer, ce serait presque un exercice à faire, une description sur un bout de papier, sur un tableau, je veux dire, où on poserait les domaines, les territoires et toutes les passerelles qui sont les leurs, et auxquelles on assiste dans tous les arts d'ailleurs. Je crois que ce n'est pas notre domaine uniquement. Pardon. Alors, vas-y. Prends le micro, ouais. Juste un mot, encore une fois, faisons appel au texte. Moi, je pense au Code de la propriété intellectuelle, même si l'œuvre d'art est quand même une œuvre de l'esprit qui porte l'empreinte, cette notion d'empreinte de la personnalité de l'auteur. Moi, je pense que c'est ça qui fait ciment. Entre tes bols et puis mes soupières et les bijoux, c'est qu'il y a l'empreinte d'une personnalité derrière. Et ça, c'est central dans l'œuvre d'art. Parce que tout à coup, c'est pour ça que tu n'as pas le droit de casser un bol. Parce que ce bol ne t'appartient pas. Même si tu as acheté la jouissance de ce bol, tu n'as pas acheté le droit moral éternel. Comment est-ce qu'ils disent déjà le droit d'auteur. Mais oui, tout à fait. Ça, tout à coup, tu n'as pas le droit. Il y a bien ce milliardaire japonais qui avait acheté un Van Gogh et qui voulait détruire le Van Gogh en même temps que sa mort. Il l'avait marqué. Eh bien, il n'a pas eu le droit parce que le Van Gogh appartient à Monsieur Van Gogh. C'est incontournable. Et que même milliardaire, tout milliardaire qu'il était, il n'avait pas le droit. Donc, ce qui fait bien ciment entre nous, entre les métiers d'art, parce qu'on voit des pattes quand même, il y a la patte, c'est la patte quand même. Donc c'est bien ce qu'on appelle la patte, c'est l'empreinte de la personnalité de l'auteur, ce que disent les juristes. Donc c'est ça qui fait corps entre nous. Et donc à partir de là, effectivement, tout est poreux et on peut passer du bijou, etc. Mais ce qui est toi est toi. Et tu ne produiras qu'une chose qui te ressemble à toi. Donc vous êtes des pâteux. Oui. Est-ce que la main, c'est ce qui donne cette patte dont parlait Gilles? Est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce qui construit la... Savoir, mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que la main n'est qu'un passage. Elle est un passage entre une très vague idée de départ et puis ensuite quelque chose qui se crée et qui est un objet, une pièce, et qui, elle, parle et qui redit à la main des choses. Qu'elle me redit, bien sûr. Et c'est un passage permanent. Et ensuite, on rentre dans d'autres mondes. Donc, il y a une espèce de... C'est un chemin avec un certain nombre d'intermédiaires et qui, finalement, permettent de créer quelque chose qui, en réalité, est une vérité, mais qu'on ne voit pas sans cela. Là pour le bijou, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une tendance dans les métiers d'art à coller un petit peu au basque des problématiques conceptuelles de l'art contemporain. Et ils perdent leur spécificité. C'est-à-dire que moi, je pense que, évidemment, il y a des bijoux qui peuvent très bien passer dans la catégorie artistique dès l'instant où l'artiste a une proposition artistique. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant que ça reste comme bijou? C'est-à-dire au sens, pas dire c'est de l'artisanat, mais pourquoi, a priori, dire que ça serait plus intéressant que le bijou et on ait un discours dessus? Parce que moi, quand je vois les objets, c'est vrai que je les vois sans le discours. Et souvent, d'ailleurs, moi, quand j'ai des étudiants à l'atelier, je leur dis, mais faites des objets qu'on puisse trouver dans 100 ans sans avoir le statement, et puis qu'on ne sache pas de quoi il s'agit, et qu'il parle de lui-même. Bon, c'est pas une préconisation, mais qu'au moins l'objet parle et soit porteur de quelque chose. On a bien souvent cru
le discours pouvait remplacer l'objet. Et des fois, une grande pauvreté de l'objet n'est pas on ne peut pas pallier à la pauvreté de l'objet avec un discours. Et ça me paraît bon. Et c'est ce qu'on a fait dire à Duchamp. On a fait croire finalement que le concept était plus important que l'œuvre. Or, si on voit l'œuvre de Duchamp et on voit ce qu'il a fait avec ses discours, eh bien, évidemment, c'était pas ça. C'était pas quelqu'un qui aurait signé le fait que pour la musique, eh ben, il faut lire la partition. Ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas uniquement résumer ce débat à qu'est-ce que les choses que nous fabriquons véhiculent comme émotion, comme valeur, comme connaissance, comme prise de position dans le monde de l'art. Je crois que bien en deçà, je crois que nous-mêmes, en tant que créateurs, nous véhiculons des choses qui sont extrêmement fortes et extrêmement importantes pour la société. Il y a cette question que je disais à l'instant, on fabrique des choses, on ne fabrique pas à l'heure du tout périssable, à l'heure de l'obsolescence programmée, on fabrique des objets qui ont pour vocation d'être transmis de génération en génération et pas d'être jetés comme la dernière collection d'H&M. Ça, c'est la première chose. Donc c'est un programme politique que vous êtes en train de nous faire. Oui, je pense. C'est-à-dire que moi, y compris dans mon travail, il y a un an, il y a un siècle, je pense qu'on aurait certainement classé mon travail dans l'art pour l'art. Il est évidemment moins politique au sens propre que le travail de Gilles, où il y a un propos, où il y a des références qui sont immédiatement lisibles. Et pourtant, je pense que ce qui est profondément politique dans mon travail, c'est le mode de vie, ce que ça porte comme valeur pour la société. Il y a cette question du rapport, au fond, à la consommation. Il y a la question du rapport au travail. Le fait de maîtriser tout de A à Z, c'est un refus de la division du travail. C'est un refus. La division du travail est formidable, elle a apporté des gains de productivité, mais elle a rendu les gens imbéciles dans leur travail. C'est la fin de l'intelligence, c'est la fin de l'autonomie, c'est la fin du plaisir dans le travail. Et nous, on porte ces valeurs-là aussi. Et puis, dernier point... Oui, faites-le court, voilà. Parce que... Et puis, dernier point, on porte aussi un rapport humain, c'est-à-dire un rapport aux autres. Ce qu'on vend, ce n'est pas uniquement des objets qui servent à quelque chose, ou même des objets qui sont beaux. C'est-à-dire si c'est utile ou c'est beau. Ce qu'on porte, c'est une rencontre, c'est une histoire, c'est une relation particulière avec les gens, et c'est une relation qui est fondée sur l'intimité et la sincérité. Et ça, je pense qu'en soi, rien que ça, déjà, c'est un programme politique.